Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Nous démarrons nos travaux cet après-midi. Madame la Première ministre a informé Madame la Présidente de l'Assemblée nationale qu'il était envisagé de nommer Monsieur Frédéric Bakou aux fonctions de président du conseil d'administration de l'établissement français du sang, l'EFS. En application des dispositions de l'article L. 1451-1 du Code de la santé publique, il appartient à notre commission de vous entendre préalablement à votre nomination qui interviendra par décret. Je précise que la durée du mandat du président du conseil d'administration de l'EFS est de 5 ans. Son mandat peut être renouvelé pour une durée de 3 ans. Notre commission est très attentive à la situation de l'EFS et de la transfusion sanguine dans notre pays. Elle a régulièrement entendu M. Toujas, dont les fonctions à la tête de l'établissement ont pris fin le 15 octobre dernier. En outre, nous venons d'examiner le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, dont l'article 31 amorce une refonte structurelle du modèle de financement de l'EFS. Nous vous remercions par avance, Monsieur Bakou, de la présentation que vous voudrez bien nous faire de votre parcours et de la manière dont vous abordez les fonctions qu'il est envisagé de vous confier prochainement. Après votre intervention, je donnerai la parole pour 5 minutes au référent de notre commission pour l'EFS, Monsieur Freddy Certain, puis pour 2 minutes aux orateurs de groupe et autres commissaires. Et bien sûr, vous disposerez ensuite de tout le temps nécessaire pour répondre à l'ensemble de ces interventions. Je vous en prie, Monsieur Bakou. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Je suis particulièrement honoré et ému d'être devant vous aujourd'hui pour cette audition. Ému parce que j'ai consacré une partie de ma vie professionnelle au Parlement et pour la première fois, je me retrouve devant votre commission avant d'envisager une nouvelle fonction. Honoré et ému aussi parce que l'EFS occupe une place particulière dans notre système de santé, je dirais même dans notre organisation sociale. Il assure une mission vitale au croisement des enjeux de sécurité sanitaire, de souveraineté et d'innovation. C'est un acteur majeur de la santé et du lien social, et il me paraît particulièrement bienvenu de l'évoquer avec vous aujourd'hui. Je voudrais d'abord revenir brièvement sur l'EFS et ses missions, sans être très long sur ce point, puisque effectivement, vous avez entendu à plusieurs reprises François Toujas, et je veux d'emblée rendre hommage à son action pendant 11 ans à la tête de l'établissement avec les équipes de l'EFS. Vous dire bien sûr quelques mots de mon parcours et ensuite évoquer les défis que l'établissement doit relever dans les années à venir et tracer quelques perspectives. En préambule, je tiens à souligner que je vais évoquer ces sujets avec humilité dans la mesure où je ne suis pas encore à l'EFS. Donc bien sûr, je me suis documenté le plus possible. Je vais partager avec vous l'état de mes connaissances, mais qui n'est pas encore celui qui serait ensuite le mien après les échanges avec l'ensemble des parties prenantes qui sont nombreuses à l'EFS et autour de l'EFS. Alors d'abord quelques mots sur l'histoire de l'établissement et ses missions. Comme vous le savez, le service public de la transfusion sanguine dans notre pays a longtemps été assuré par une multiplicité de centres de transfusion sanguine, 160 établissements avec des statuts divers qui cumulaient beaucoup d'activités. Et c'est à la suite du scandale du sang contaminé que les lois de 93 et 98 ont mis en place une nouvelle architecture institutionnelle visant à assurer le plus haut niveau possible de sécurité sanitaire. Le nombre d'établissements de transfusion a été progressivement réduit à partir de la loi de 93 et la loi du 1er juillet 98 a créé l'EFS. L'exigence de sécurité sanitaire est donc inscrite dans les gènes de l'établissement, ce qui signifie que la mission de collecte et de production est séparée des missions de contrôle et de régulation qui ont été confiées à l'AFSAPS, devenue ensuite l'ANSM. Ça signifie également que l'EFS, comme ses établissements régionaux, sont agréés par l'ANSM, qui définit les bonnes pratiques transfusionnelles, qui organise l'hémovigilance. Et ce cadre de sécurité sanitaire est également assuré par le Haut Conseil de santé publique
par Santé publique France qui surveille l'épidémiologie des donneurs en particulier, et bien sûr par la Direction générale de la santé. Dans cet écosystème, l'EFS veille à la sécurité des receveurs, mais aussi des donneurs, avec les deux étapes essentielles que sont la sélection des donneurs et la qualification biologique des dons. Le respect des règles visant à assurer la sécurité sanitaire est placé sous le contrôle d'une personne responsable en application de la loi. Il s'agit actuellement du docteur Pascal Morel, qui assure la présidence par intérim de l'établissement et dont je veux saluer l'action. Deux autres éléments ont forgé l'histoire et l'identité très forte de l'établissement, que je ne peux éviter de mentionner, bien sûr, l'éthique et la souveraineté sanitaire. Le premier point, c'est bien sûr le modèle éthique du don, avec le bénévolat, l'anonymat, le volontariat et l'absence de profit. C'est un modèle qui s'appuie sur le don du sang comme acte de générosité et de citoyenneté. Chacun peut donc donner, dans le respect des conditions d'éligibilité au don, bien sûr, quelle que soit son origine ou sa catégorie socio-professionnelle. Dès lors que pour donner son sang, il faut satisfaire à un certain nombre de conditions liées au voyage, aux antécédents médicaux, au mode de vie, il est préférable, bien sûr, de pouvoir s'appuyer sur des déclarations fiables, inspirées par le caractère altruiste du geste, hors de toute pression. Le bénévolat fait également que l'on peut compter sur la mobilisation des donneurs, et j'y vois un gage de sécurité et d'efficacité. Deuxième trait marquant de l'histoire et de l'identité de l'EFS, c'est bien sûr la souveraineté sanitaire. C'est un établissement qui a pour mission d'assurer ce qu'on appelle l'autosuffisance en produits sanguins, des produits qui restent indispensables à la médecine aujourd'hui. Et les personnels de l'EFS, qui assurent au quotidien le fonctionnement de la chaîne transfusionnelle, permettent de soigner 1 million de malades par an, aussi bien pour des actes de chirurgie que pour le traitement de pathologies hématologiques, d'hémorragie, de cancer notamment. L'EFS, ce sont 9 700 collaborateurs aujourd'hui, répartis au sein de 13 établissements régionaux, dont 3 dans les Outre-mer, l'un pour Guadeloupe et Guyane, un pour la Réunion et l'océan Indien et un pour la Martinique. Cette dimension territoriale de l'établissement est essentielle non seulement pour collecter, quasiment sur l'ensemble du territoire, puisqu'il n'y a pas de collecte pour des raisons particulières sanitaires en Guyane et à Mayotte, mais aussi pour délivrer les produits sanguins aux 1500 hôpitaux et cliniques de notre pays. Les associations de bénévoles jouent un rôle primordial dans l'organisation des collectes, dans la mobilisation à laquelle il faut souvent procéder pour assurer un stock suffisant de produits sanguins et pour assurer avec l'EFS la promotion du modèle éthique. Elles assurent avec le soutien des élus un maillage territorial indispensable. Ce sont aujourd'hui encore 75% des collectes qui sont réalisées de façon mobile, c'est-à-dire 40 000 collectes. Enfin, pour ce premier point de la présentation, je ne serai pas complet non plus en évoquant d'autres missions de première importance de l'EFS. Je veux parler bien sûr de la collecte de plasma pour fractionnement, donc plasma qui est cédé au laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, qui produit ensuite des médicaments dérivés du plasma. L'EFS, c'est aussi, pour le dire simplement, le plus grand laboratoire d'analyse biologique de France, avec la réalisation d'analyses sur les échantillons prélevés lors des dons du sang, mais aussi d'analyses hématologiques, immunologiques pour la délivrance des produits sanguins ou aussi dans le cadre de greffe de cellules et de tissus. C'est enfin un établissement porteur d'excellence, porteur d'innovation, avec des activités de recherche qui sont particulièrement importantes dans le contexte que nous connaissons en France et en Europe pour avoir les moyens de produire les médicaments de demain. Quelques mots sur mon parcours. Je l'ai essentiellement consacré, même totalement consacré au service de l'État, à des questions principalement juridiques, d'organisation et de transformation qui impliquaient le plus souvent beaucoup de dialogue et de diplomatie. Et je suis particulièrement sensible à la dimension de souveraineté sanitaire des activités de l'EFS que l'on pourrait qualifier de régaliennes et à la solidarité qu'exprime le modèle éthique du don. Après une formation en sciences humaines et sociales, en histoire et en philosophie essentiellement, et à l'Institut d'études politiques de Paris, j'ai effectué mon service national au secrétariat général de défense et de la sécurité nationale, avant de devenir administrateur du Sénat, où j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années, notamment pendant plus de 7 ans à la Commission des lois. J'ai ensuite effectué plusieurs missions en cabinet, notamment en qualité de directeur du cabinet du ministre des Relations avec le Parlement,
entre 2014 et 2016, un moment où était discutée au Parlement la loi de santé de 2016 qui a traité de plusieurs aspects concernant l'établissement français du sang. Début 2016, j'ai rejoint le Conseil d'État où j'ai pendant 6 ans été rapporteur à la première chambre qui traite notamment du contentieux de la santé et de l'aide sociale. J'ai ensuite été chargé de l'élaboration de 2 études annuelles du Conseil d'État en tant que rapporteur général adjoint de la section du rapport et des études, l'une sur le sport, l'autre sur l'évaluation des politiques publiques. Et j'ai enfin siégé à la section de l'intérieur. Parallèlement à ces activités au Conseil d'État, j'ai effectué plusieurs missions auprès de dirigeants d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour accompagner en particulier leur regroupement et leur transformation. Début 2022, j'ai été nommé secrétaire général de la région académique Île-de-France où j'ai assuré le pilotage de 9 directions régionales, notamment en matière de formation, d'orientation, d'immobilier, de systèmes d'information, d'achat, avant d'être appelé au printemps de l'année dernière au cabinet de la Première ministre en qualité de chef du pôle parlementaire et questions institutionnelles. Et j'ai rejoint le Conseil d'État au début du mois de septembre dernier. Mon parcours ne fait pas de moi un spécialiste de la transfusion sanguine, mais il me donne, je crois, une très bonne connaissance du fonctionnement de l'État et il m'a appris à appréhender des dossiers complexes, à prendre des décisions dans des situations parfois compliquées. J'ai travaillé avec des personnalités de sensibilité aussi très diverses. Ce sont la solidarité et l'engagement qui relient les donneurs, les professionnels, les bénévoles et les élus locaux qui sont aussi pour moi une importante motivation à rejoindre l'EFS. Je suis convaincu de la nécessité de travailler au plus près des territoires, avec les élus, avec les associations qui connaissent le terrain. L'EFS est à mes yeux un acteur majeur de la démocratie sanitaire. L'échange et le dialogue sont au cœur de son fonctionnement et c'est aussi un axe essentiel pour moi en tant que, je l'espère, futur président de l'établissement. Alors cet établissement, il se situe aujourd'hui à un tournant de sa jeune histoire, de 23 années d'existence, au cours desquelles il n'a cessé de se transformer. Son organisation a été rationalisée. Le nombre d'établissements régionaux a été ramené de 18 à 13. Le nombre de plateformes de préparation des produits sanguins, point central du procédé industriel de préparation de ces produits, a été ramené à 18. Celui des plateaux de qualification biologique des dons a été ramené à 7, dont 4 dans l'Hexagone et 3 dans les Outre-mer. Lorsque notre pays a été frappé par des attentats en 2015 et en 2016, ou lorsque nous avons traversé l'épidémie de Covid-19, comme vous le savez, l'EFS a su faire face avec une organisation et une réactivité hors pair, et grâce à l'engagement exceptionnel de ses personnels. L'EFS a donc engagé beaucoup de transformations importantes que François Toujas a eu l'occasion de vous exposer. Pour autant, l'établissement fait aujourd'hui face à plusieurs défis, et sous réserve des échanges complémentaires que j'aurai si je suis nommé avec le ministère, avec les équipes de l'EFS, les organisations syndicales, bien sûr les associations, je veux évoquer 5 défis que l'établissement aura à relever dans les années à venir. Ces 5 défis, ce sont l'autosuffisance, la réforme du modèle économique, l'attractivité, la collecte de plasma et les activités de recherche. Alors pour ce qui est de l'autosuffisance, comme vous le savez, c'est la mission quotidienne de l'EFS qui doit assurer des stocks suffisants de produits dont la durée de vie, de conservation est limitée. Cet objectif, il a une dimension quantitative, bien sûr, mais aussi une dimension qualitative avec la question des sangs rares. Et c'est quelque chose qui n'est jamais acquis. La diversité des donneurs de sang doit refléter celle de la population pour garantir à chaque patient, l'accès à une transfusion de produits compatibles. C'est particulièrement important, par exemple, pour soigner la drépanocytose. Pour en rester à quelques notions quantitatives, l'objectif est d'avoir un stock aujourd'hui de 90 à 95 000 poches de concentré de globules rouges pour avoir 12-15 jours de consommation. Le passage au-dessous des 80 000 poches étant un seuil d'alerte qui, comme vous le savez, a été franchi à 2 reprises en 2022. La crise sanitaire a permis à l'établissement d'accélérer certaines avancées. Des avancées dont nous parlerons peut-être puisqu'elles ont un impact notamment sur l'activité des associations. Je veux parler bien sûr du développement du don sur rendez-vous, de la téléassistance médicale en collecte qui permet à un infirmier de superviser une collecte en ayant la possibilité
de joindre rapidement un médecin à distance en cas de difficulté. C'est aussi la mobilisation de nouveaux outils numériques, une nouvelle application. Il n'en demeure pas moins que les efforts doivent se poursuivre en continuité avec ce qui a été déjà engagé pour assurer l'autosuffisance quantitative et qualitative. Une autosuffisance qui n'est réelle que si elle répond aux besoins des patients. Et aujourd'hui, on constate que l'appareil de collecte, comme on dit, à l'EFS, n'a pas retrouvé ses repères d'avant la crise sanitaire pour tout un tas de raisons. J'y reviendrai, il y a notamment bien sûr la question de l'attractivité d'une tension en matière de ressources humaines. Et devant nous, on a, dès l'année prochaine, une année particulière avec les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Des conditions sans doute qui seront un peu transformées à Paris pour la circulation, pour la mobilisation des donneurs, une période, un été qui est toujours une période pendant laquelle il faut s'organiser en amont pour avoir des stocks suffisants, a fortiori pour les plaquettes qui, comme vous le savez, ne se conservent que 7 jours. Et donc, il faudra, et évidemment l'établissement s'y prépare d'ores et déjà, une organisation particulière pour cette période. Si je suis nommé aux fonctions de président, je poursuivrai bien entendu ce qui a été engagé avec les équipes pour mettre en place de nouveaux partenariats avec les associations, avec les institutions culturelles, avec des fédérations sportives. Une action pour aller vers les jeunes, pour les fidéliser. Vous savez que les jeunes assurent près d'un tiers des dons lors des collectes. Je parle des moins de 35 ans. Une action à conduire, bien sûr, pour adapter le système de collecte dans chaque région, en articulant les maisons du don et les collectes mobiles, en s'inspirant des meilleures pratiques régionales. Un travail qui devra être conduit, comme toujours, avec les établissements régionaux et avec les associations de bénévoles. Le deuxième défi à relever, c'est celui du modèle économique de l'EFS. Un modèle économique qui a été regardé dès un rapport de 2019 de la Cour des comptes comme insoutenable. Ce modèle économique, il a longtemps reposé sur la cession des produits sanguins labiles, en particulier des concentrés de globules rouges, qui permettaient, parce qu'ils produisaient une petite marge bénéficiaire pour l'EFS, de financer le reste des activités. Et depuis 4 ans, c'est un effet de ciseau qui se confirme très simplement avec une baisse des recettes. Pour ce qui est des concentrés de globules rouges, ils ne produisent plus de marge. Leur tarif fait qu'ils sont cédés aux établissements de santé à leur prix de revient. Que les cessions de ces concentrés, par ailleurs, connaissent une baisse continue, qui a même été accentuée par la crise sanitaire. Alors cette baisse, elle a des raisons de fond, qui sont parfois de bonnes raisons. C'est la gestion du capital sanguin, le patient blood management, c'est-à-dire le fait que la médecine est moins consommatrice de transfusions. C'est le développement de la médecine ambulatoire, c'est une chirurgie qui veille à moins utiliser de la transfusion, c'est la prévention de l'anémie chez les patients, donc qui fait qu'on a moins besoin de transfusion aussi. Et c'est d'ailleurs une évolution à laquelle l'EFS lui-même contribue en faisant du conseil transfusionnel. La crise sanitaire a accentué cette baisse de cession des PSL en réduisant, comme vous le savez, l'activité hospitalière, qui n'a peut-être pas encore complètement repris aujourd'hui. Dans ce qui affecte également ce bilan financier à la baisse côté recettes, il y a eu ce dont mon prédécesseur, enfin le président Toujas, vous avez parlé, la modification du régime de TVA appliqué à l'EFS sur les cessions de PSL, qui a engendré une perte estimée à 50 millions d'euros. Des effets qui ont été compensés par une subvention qui devait être dégressive de la part de l'État, qui a été de 40 millions en 2019 et qui ensuite devait diminuer progressivement. Mentionner aussi dans tous ces paramètres qui pèsent sur le solde financier de l'EFS, la cession du plasma pour fractionnement au LFB, qui est également une activité déficitaire. Tout cela alors même que les dépenses ont connu de leur côté une augmentation, je pense bien sûr au coût de l'inflation et à l'augmentation de la masse salariale. Alors tout cela n'est pas resté sans réponse, vous le savez très bien ici à la Commission des affaires sociales, puisque le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
est venu apporter une réponse structurelle en faisant évoluer le modèle économique de l'EFS avec une dotation pérenne de l'assurance maladie, dont le montant est fixé à 100 millions d'euros pour 2024. Donc ce sera un financement pour l'EFS qui sera assuré à hauteur de 10% désormais par une dotation. C'est une évolution majeure que le caractère mixte du nouveau modèle économique de l'établissement. Cette dotation, elle doit financer des missions de service public ou des activités qui ne sont pas valorisées par la tarification. On entend par là, par exemple, le fait d'assurer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer, une capacité à délivrer les produits sanguins aux établissements de santé de la meilleure façon possible, ce qui, bien sûr, représente un coût qui n'est pas couvert nécessairement par les tarifs. Cette dotation, elle doit aussi financer des investissements dédiés au renouvellement des actifs ou à la conduite de chantiers de modernisation. Et donc, 3 points me paraissent essentiels dans cette évolution. C'est que, d'abord, elle marque la volonté très claire de la part de l'État d'assurer la pérennité de l'EFS, de lui redonner un horizon, ce qui devrait lui permettre de programmer des investissements nécessaires à son développement et à sa modernisation. C'est aussi assortir, je l'espère, la dotation pérenne d'objectifs et d'outils d'évaluation pour faire progresser l'établissement et permettre aussi au Parlement d'évoquer chaque année le montant de ces dotations et son utilisation, ce qui devrait assurer une plus grande transparence et un meilleur suivi par les 2 assemblées de la situation de l'EFS. Ce qui me paraît éminemment souhaitable, c'est que cette réforme permette à l'établissement de se projeter, de se moderniser. Et ce soutien pérenne de l'État doit s'accompagner, à mes yeux, d'une reprise des transformations pour permettre à l'établissement de répondre mieux encore à l'évolution des besoins du système de santé et d'assurer la meilleure efficience possible. L'EFS doit rester à la pointe de la sécurité sanitaire et répondre aux besoins des patients. Et la générosité des donneurs le pousse à s'assurer que chaque euro est utilisé au mieux. Si je suis nommé, je souhaite donc que le nouveau contrat d'objectifs et de performance qui devra être élaboré l'année prochaine fixe une stratégie partagée avec l'État sur les ressources de l'établissement, sur la poursuite de sa modernisation et sur une programmation de ses investissements. Pour appuyer sur cette stratégie, il me paraît notamment souhaitable d'investir dans la modernisation des outils. Je pense en particulier aux outils numériques. Je sais qu'il y a un travail à engager sur le système de paye ou des choses à faire, bien sûr, en matière par exemple, de dématérialisation de l'entretien pré-don. Il me semble également que cette stratégie devrait permettre d'affiner l'expertise sur les perspectives de cession des concentrés de globules rouges, parce que j'ai essayé de vous le faire percevoir, mais aujourd'hui, on n'arrive pas bien, avec quelques mois après l'épisode le plus central de la crise sanitaire, à mesurer où on en est des besoins du système et de l'état de l'appareil de collecte. C'est également arrivé à impliquer pleinement les établissements régionaux qui connaissent le terrain et à travailler avec les ARS, les établissements de santé et les associations. Cette révision du modèle économique et de la stratégie, elle devra se faire dans le dialogue. La relance du dialogue social sera donc une condition essentielle, ce qui m'amène au 3e défi, celui de l'attractivité. L'EFS est, vous le savez, confronté à une problématique identique à celle que vivent l'ensemble des établissements de santé. Une pénurie des personnels, des qualifications. Dans un établissement qui compte 97% de salariés de droit privé, ce sont notamment 3500 techniciens de laboratoire, 1500 infirmiers et infirmières, 800 biologistes, médecins et pharmaciens, ou encore 400 chauffeurs. Aujourd'hui, le taux de rotation moyen des personnels atteint 10%. On compte à l'EFS près de 320 postes vacants. Le taux d'absentéisme atteint également des niveaux plutôt élevés. La non-intégration de l'EFS, qui n'est pas un établissement de santé, dans le processus du Ségur de la santé, a, je dirais, laissé quelques traces, même si une importante action de revalorisation salariale est intervenue en 2021 et en 2022. Des élections professionnelles viennent d'avoir lieu en septembre et en octobre.
les conditions de la reprise d'un dialogue constructif seront au centre de mes préoccupations, parce que la qualité du dialogue social conditionne largement la capacité de l'EFS à mener à bien les transformations qui assureront son avenir. Plusieurs simplifications et transformations ont déjà été engagées pour faire face, par ailleurs, aux difficultés de recrutement, en simplifiant, en modifiant les conditions de qualification des personnels, pour, par exemple, la réalisation de l'entretien pré-don infirmier, ou encore avec un décret qui est sorti au journal officiel ce dimanche, une réforme visant à développer la téléassistance médicale en collecte pour la collecte de plasma paraphérèse. En 2023 a été prévu le lancement d'un travail sur l'évolution du système de classification et de rémunération de l'EFS qui n'a pas été révisé depuis 2008. Ce travail n'a pas pu intervenir en raison d'une situation sociale bloquée. Je souhaite donc que nous puissions reprendre ces chantiers concernant le dialogue social et les ressources humaines, procéder enfin à la révision de la convention collective et du système de classification pour construire des parcours professionnels plus dynamiques, plus attractifs, se donner les moyens de mieux compenser les déséquilibres horaires, la nuit, les week-ends, améliorer la qualité de vie au travail qui a pu être un peu chamboulée avec des collectes qui sont plus difficiles à organiser dans les lieux de travail, dans les universités avec le développement du télétravail, des collectes mobiles qui doivent être organisées plus tard dans la journée. Vous devez le savoir dans nombre de vos départements parce que c'est le moment où les personnes sont disponibles et donc ça signifie pour le personnel de l'EFS de travailler plus tardivement dans la journée aussi. Un travail à conduire sur la marque employeur pour faire connaître l'EFS et ses métiers. Définir aussi une politique active de formation. Je sais que le personnel de l'EFS est très investi dans ses missions et dispose d'une grande expertise médicale et technique, c'est une chance. Et mon ambition, c'est que la filière française du sang reste une filière d'excellence. Et pour moi, répondre à la problématique de l'attractivité, c'est aussi se donner les moyens de transformer l'outil de collecte, de le moderniser. C'est se donner les moyens d'assurer l'autosuffisance, de retrouver une meilleure productivité et d'assurer une plus grande efficience. Le quatrième défi, c'est celui de la collecte de plasma pour fractionnement à destination du LFB. Donc le LFB, je l'ai dit, c'est le laboratoire, l'entreprise pharmaceutique qui produit les médicaments dérivés du plasma. C'est une entreprise qui couvre 30 à 35% des besoins nationaux en immunoglobulines, des médicaments qui permettent de soigner notamment les patients immunodéprimés avec une demande qui est en croissance de 6 à 8% par an dans notre pays, mais aussi en forte croissance dans le monde. La France, en ce domaine, est loin de couvrir ses besoins. Ils sont couverts à moins de 60-65%. Et une grande partie des médicaments dérivés du plasma utilisés en France sont produits à partir de prélèvements effectués sur des donneurs rémunérés, essentiellement aux États-Unis. Donc développer la collecte de plasma éthique de l'EFS, c'est un enjeu de souveraineté sanitaire, c'est se donner les moyens d'une meilleure réponse aux besoins des patients, et c'est aussi se mettre en cohérence avec les enjeux de notre modèle éthique. Le contexte est celui de l'ouverture prévue vers 2027 d'une nouvelle usine à Arras qui permettra au LFB de multiplier par 3 sa capacité de production. Et donc l'enjeu pour l'EFS, c'est de pleinement s'inscrire dans le développement de cette filière française du plasma en faisant monter sa capacité à collecter du plasma pour fractionnement. Avec les difficultés qui ont été rencontrées en 2022 pour assurer l'autosuffisance en produits sanguins, difficultés encore un petit peu cette année sur l'appareil de collecte, le niveau de production de l'EFS va atteindre environ 815 000 litres de plasma pour fractionnement en 2023. Le plan plasma qui avait été élaboré à l'EFS ces dernières années prévoit de monter à 1,4 million de litres dans les prochaines années. C'est une collecte qui est plus exigeante, plus difficile parce qu'elle demande un peu plus de temps aux donneurs. On est plutôt sur une durée de don autour d'une heure et demie au lieu de 45 minutes, 50 minutes pour le don du sang. C'est un don qui ne peut se faire qu'en maison du don pour des raisons sur lesquelles nous pourrons revenir. Donc ça suppose une mobilisation particulière.
à laquelle l'EFS se donne d'ores et déjà les moyens de répondre avec le décret qui est donc sorti dimanche et qui va permettre de développer la téléassistance médicale en collecte. Enfin, cinquième et dernier défi, celui de la recherche et du développement de la filière française de bioproduction. Vous le savez, 95% des médicaments de thérapie innovante sont fabriqués à l'étranger. L'EFS est le chef de file de la filière française de bioproduction avec 4 plateformes de médicaments de thérapie innovante et la réalisation de bioproduction pour le compte de tiers. C'est un domaine dans lequel l'EFS a su anticiper parce qu'il s'occupe en fait depuis toujours de cellules, des cellules sanguines, et donc il a une grande expertise en la matière. Il maîtrise une chaîne de valeur qui va de la recherche fondamentale aux patients. Ce sont plus de 60 projets qui sont en cours, qui sont menés avec les organismes de recherche, avec les CHU, 120 personnes qui travaillent sur ces projets à l'EFS pour un budget de un peu plus de 40 millions d'euros. Des travaux d'un côté sur la médecine régénérative, mais aussi des travaux sur les CAR-T-cells qui permettent de traiter des lymphomes ou des leucémies. C'est donc, me semble-t-il, une filière qui revêt une importance stratégique pour notre souveraineté sanitaire, là encore. Et j'entends m'engager pour le maintien de l'effort de recherche sur les biothérapies en lien avec les organismes de recherche et les entreprises du secteur. Cela me paraît essentiel pour notre souveraineté, mais aussi parce que cette activité de recherche, elle me paraît essentielle dans le récit positif qui doit animer l'EFS, dans sa capacité à continuer à attirer des talents et des compétences, et dans sa capacité à innover toujours pour que notre système de transfusion soit au plus haut niveau de sécurité sanitaire. Vous l'avez compris, je souhaite agir pour la pérennité et la modernisation de la filière française du sang et du plasma, avec un attachement intangible à la sécurité sanitaire et au modèle éthique du don. J'entends accomplir ma mission dans le respect de l'histoire de l'EFS, des principes éthiques et en travaillant avec toutes les parties prenantes, les organisations syndicales, les associations de donneurs et de patients. Et en prenant pleinement en compte la dimension territoriale de l'EFS, je serai particulièrement attentif à la pleine association des établissements de transfusion sanguine régionaux à la démarche de transformation. Je vous remercie. Merci, Monsieur Pacou, pour ces éléments particulièrement précis, comme l'attendent les parlementaires. Nous allons maintenant entendre Monsieur Certan, notre référent. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Monsieur Pacou, en tant que référent de la Commission auprès de votre futur établissement, je me réjouis que nous puissions vous accueillir au sein de notre Commission des Affaires sociales en présence de l'ensemble de mes collègues parlementaires. Pour rappel, l'établissement français du sang a pour principale mission l'autosuffisance de la France en produits sanguins, dont le plasma et les plaquettes, et ce, dans des conditions de sécurité et de qualité optimales, et de les mettre à disposition des établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés. Pour cela, l'EFS a ainsi la charge de la collecte, de la préparation, de la qualification et de la distribution des produits sanguins labiles, et ce sur l'ensemble du territoire français, afin de garantir l'approvisionnement de plus de 1500 établissements de santé. L'établissement dispose, en plus du siège national, de 13 établissements régionaux de transfusion sanguine, comme vous l'avez rappelé, ainsi que 40 000 points de collecte mobiles. Il assure ainsi, sur l'ensemble des départements, une véritable mission régalienne en contribuant directement à l'offre de soins de nos concitoyens. En tant que parlementaires, nous avons l'obligation d'être les garants de votre bon fonctionnement en accompagnant les changements structurels auxquels vous serez confrontés. À ce jour, l'établissement français du sang traverse une véritable crise. Et cette crise est en réalité triple. Une crise sociale et économique, une crise liée à l'inflation et une crise liée à la sous-activité hospitalière et à un niveau de cession des produits sanguins labiles, PSL, aux hôpitaux et établissements de santé qui est historiquement bas. S'agissant de la collecte de dons, d'après le rapport d'activité pour l'année 2022, on observe une légère augmentation du nombre de donneurs, avec un peu plus de 1,5 million en France, soit une augmentation de l'ordre de 2% par rapport à l'année 2021, mais toujours inférieure à la période pré-Covid. S'il convient de relever un sursaut sur les dons, l'autosuffisance en produits sanguins labiles reste fragile, et cela doit tout de même nous interpeller et nous obliger à prévoir des garde-fous, afin de ne pas se retrouver un jour confrontés à une situation sans précédent qui appellerait à ne plus assurer la santé des Français. Outre les difficultés liées au volume de dons, l'EFS accuse depuis plusieurs mois un manque de personnel médical récurrent,
conduisant également à des annulations de collègues dans plusieurs régions. Les personnels de l'EFS sont principalement des professionnels de santé, médecins, biologistes, pharmaciens, techniciens de laboratoire, infirmiers, les autres exerçant des métiers scientifiques dédiés à la recherche ainsi que des métiers support. Si l'établissement français du sang a un statut d'établissement public administratif, les contrats pour le personnel sont des contrats de droit privé, comme au sein d'un EPIC, une structuration qui peut nous interroger. Afin de pallier à ce qui s'apparente à un déficit d'attractivité, le gouvernement a procédé depuis 2021 à plusieurs revalorisations tarifaires de nature à augmenter les moyens à disposition de l'EFS, afin de rémunérer au mieux ses collaborateurs. Et je salue ici l'engagement de notre gouvernement à soutenir l'établissement à hauteur de 100 millions d'euros dans le cadre du PLFSS 2024, l'accompagnant ainsi dans ses réformes structurelles au travers de nouvelles dotations. Un soutien pérenne de l'État qui permettra à l'établissement de conduire sa transformation et sa modernisation. Enfin, concernant la gestion des PSL, je déplore qu'elle ne soit finalement pas uniforme sur l'ensemble du territoire français métropolitain et dans les Outre-mer. En effet, dans le cadre de mes anciennes fonctions de directeur de clinique, j'ai pu être confronté à des situations assez ubuesques où l'EFS réalisait des campagnes de communication pour encourager les dons, alors que dans un même temps, nous étions dans l'obligation de détruire des PSL pour des raisons de simplification de processus. Je vous sais soucieux de ce sujet et j'espère que nous aurons l'occasion d'étudier ensemble ce point spécifique. Pour conclure, le constat est tel que l'EFS fait face à un besoin réel de transformation de son modèle actuel. Chers collègues, plus que jamais, nous devons poursuivre le soutien accordé à l'établissement français du sang et de l'accompagner dans ses mutations à venir, notamment sur le plan économique, car celui-ci doit rester la tête de pont d'une filière d'excellence, tant en matière de gestion des produits sanguins que dans la recherche médicale au travers de la filière française de bioproduction. Monsieur Pacu, au regard de ces constats et de vos connaissances actuelles, pourriez-vous nous partager votre vision des risques qu'encourt l'EFS à court et moyen terme? Je vous remercie. Merci, Monsieur Certain. Nous allons maintenant entendre les orateurs de groupe, en commençant par Monsieur Rousset pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, Monsieur Frédéric Pacu, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence aujourd'hui. L'établissement français de sang est l'établissement public de l'État qui assure une mission essentielle à la transfusion sanguine, l'autosuffisance des produits sanguins, et elle maintient l'équilibre entre les donneurs et les receveurs. Au regard de vos connaissances, de vos compétences, de votre parcours, le groupe Renaissance sait que vous êtes la personne capable d'accompagner l'établissement français du sang face aux défis à venir, en particulier celui de la mise en œuvre du financement voté par le PLFSS 2024. Mais je souhaite aussi vous interroger sur la production d'immunoglobulines en France. En effet, l'EFS joue un rôle essentiel dans la chaîne vitale de solidarité qui permet de produire les médicaments dérivés du sang. Le don de plasma permet notamment de production d'immunoglobulines, un médicament utilisé en immunothérapie. La consommation d'immunoglobulines a connu une augmentation régulière depuis 40 ans. Cette croissance de consommation s'explique notamment par l'utilisation de plus en plus importante de ces médicaments. Or, nous faisons face aujourd'hui à une baisse des dons, accentuée pendant la crise sanitaire. En octobre 2021, l'Agence nationale de sécurité du médicament avait déjà alerté les tensions à venir sur les immunoglobulines. Dans ce contexte, l'agence avait lancé des groupes de travail avec des fabricants pour permettre l'identification des sources d'approvisionnement supplémentaires. En complémentarité, le ministre des Solidarités et de la Santé s'est pleinement engagé pour accroître la collecte de plasma et optimiser la sécurisation de l'approvisionnement de ces traitements sur le territoire français. Selon les chiffres de l'EFS, seulement 35% des médicaments utilisés en France proviennent du plasma collecté en France. Le constat est sans appel. Il y a une inadéquation entre l'approvisionnement et le besoin sur notre territoire. Dans le monde, ce sont 67% du plasma utilisé pour la production de médicaments qui est collecté aux États-Unis avec les réserves que l'on peut émettre. Dans ce contexte, quel levier d'action de l'EFS identifiez-vous pour agir en faveur des approvisionnements nationaux en plasma? Merci beaucoup. Merci. Monsieur Frappé pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur Frédéric Pacu, merci pour votre présence ce soir avec nous. Vous êtes donc pressenti pour prendre la présidence du conseil d'administration de l'établissement français du sang.
Comme vous le savez, actuellement, l'EFS traverse une crise majeure, vous l'avez d'ailleurs rappelé, 41 millions d'euros de déficit en juillet 2023, une pénurie de personnel médical et paramédical, une pénurie de donneurs avec une baisse de 3,5 à 4% en 2022. L'inflation touche aussi cet établissement alors que le prix des produits du sang est fixé par arrêté ministériel et non indexé. Malgré l'aide apportée, l'EFS est contraint de réduire ses dépenses d'une vingtaine de millions d'euros au plus, dont 9 millions d'euros sur les frais de personnel. Ces contraintes arrivent au moment où l'EFS doit augmenter l'ensemble de ses prélèvements en termes de sang et de plasma pour assurer la souveraineté nationale sur les médicaments dérivés du sang. L'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances ont été nommées pour créer un nouveau modèle économique, probablement un modèle fondé sur la fin du don gratuit. Alors, monsieur, vous présentez un curriculum vitae intéressant en tant que haut fonctionnaire, comme vous l'avez rappelé. Ancien chef du pôle parlementaire de Matignon, vous avez fait une bonne partie de votre carrière au Sénat. Ma question sera triple. Dans un premier temps, avez-vous eu connaissance de divers éléments portant sur le rapport de l'Inspection générale des finances? En second temps, face à cette crise historique, quels sont vos atouts techniques pour préserver notre souveraineté nationale sur les médicaments dérivés du sang? Enfin, pour terminer, quel est votre avis sur la fin du don gratuit? Je vous remercie. Merci. Monsieur Clouet pour le groupe France Insoumise. Madame la Présidente, Monsieur Pacu, on discute aujourd'hui, je pense, d'un organisme qui a des missions qui sont consensuelles, quelles que soient les bancs sur lesquels on siège, à savoir fournir, en dehors de tout marché lucratif, des globules rouges, des plaquettes, du plasma, tout ce dont on peut avoir besoin en cas d'accident grave, d'une hémorragie, ou même pour préparer des produits. Ça peut être préparer des vaccins, préparer du sérum. Bref, ça signifie qu'on a toutes et tous besoin des dons du sang, même si on ne bénéficie pas d'une transfusion. Il y a un ensemble d'usages qui est encore plus général que celui-ci. Dès lors, si c'est consensuel, quel est l'enjeu de la discussion qu'on peut avoir? Alors pour le savoir, avoir une idée plus précise, j'ai été visiter vendredi dernier le site toulousain, ce qui a permis de voir que un des soucis importants, c'est celui des conditions pour que cette mission consensuelle soit menée à bien. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a une grève illimitée dans l'organisation depuis maintenant fin juillet. Pourquoi? Pour les raisons qui ont d'ailleurs été évoquées par mon collègue référent juste avant, la crise salariale, d'inflation et des prix de vente, laquelle a comme conséquence 19 millions d'euros d'économies qui ont été imposées à l'organisme et qui sont passées notamment par le biais de 150 suppressions de postes en équivalent temps plein. Quant aux salariés qui restent, eh bien, ils ont subi l'oubli par rapport au Ségur 2 et des grilles salariales qui sont gelées depuis désormais 15 ans. Ils n'ont ni la hausse du point d'indice, ni les avantages du secteur privé. Et en plus de cette difficulté dans les conditions de travail, s'ajoute un manque de perspective, notamment sur un des produits, celui que vous avez évoqué tout à l'heure durant votre propos liminaire, du plasma, dont on sait que les 2/3 aujourd'hui en France proviennent de l'étranger, notamment des États-Unis, où les gens le vendent pour $40, ce qui conduit à faire des fausses déclarations pour pouvoir en vendre plus et survivre grâce à ça, et à fournir un plasma qui est moins riche et moins qualitatif. Donc on a besoin d'une feuille de route et d'une stratégie qui soit déterminée en matière de collecte de plasma. Parce qu'aujourd'hui, on a les savoir-faire pour produire les médicaments à base de plasma, mais on a un manque de donneurs qui menace en conséquence toute la filière. Donc sur ces deux points, je tenais à vous assurer à la fois que mon groupe parlementaire sera vigilant, à la fois qu'il soutient les revendications du personnel et qu'il a beaucoup d'intérêt pour les solutions que vous pourriez y apporter et nous soumettre. Merci. Monsieur Viry pour les Républicains. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur Pacu, vous avez effectivement rappelé les missions de l'AFS et ses défis. Je tiens en premier lieu à souligner le travail de votre prédécesseur, François Toujas, son action pendant 11 ans pour transformer l'établissement français du sang et les chantiers majeurs qu'il a conduits. À cet instant, nous avons, notre groupe, des inquiétudes par rapport à la pérennité, à la viabilité de l'établissement français du sang, pas tant sur sa philosophie. On connaît les objectifs et vous les avez rappelés, la sécurité sanitaire, la souveraineté sanitaire pour avoir une autosuffisance pour notre système de santé, notre modèle du don du sang, sur lequel nous serons intransigeants. Il faut le tenir et je crois compter sur votre approbation totale sur cette idée de défendre notre modèle qui, par ailleurs, sera encore et toujours attaqué par certains. Respecter naturellement les amicales de donneurs qui sont si précieux. Il était rappelé par notre collègue la question des collectes mobiles, y compris pour la question du plasma,
Aurons-nous le matériel et le personnel médical possible pour permettre de collecter le plasma partout dans les territoires? Nous avons des inquiétudes, notre groupe, pas tant sur vous, pour dire les choses, mais sur votre capacité à faire, compte tenu d'un sentiment d'abandon qu'on peut parfois avoir sur les autorités gouvernementales par rapport à notre établissement français du sang. Avez-vous des garanties, Monsieur Pakou, par rapport à ce que vous pourriez avoir à faire sur un équilibre financier qui est de plus en plus fragile? Et on va parvenir, parce que j'en ai pas le temps, sur un modèle économique qui nous paraît exsangue et à bout de souffle, et sur l'avenir de notre filière de production des médicaments dérivés du plasma. On a donc beaucoup d'interrogations et, pour tout dire, des inquiétudes, parce qu'en dépit de la qualité de gestion du président Toujas, on a vu un établissement français du sang être abîmé au cours des dernières années par manque de réactivité de l'autorité de tutelle. Donc, quels sont les engagements que vous avez pour nous permettre d'être compétitifs dans les biothérapies et dans les médicaments de thérapie innovante notamment? Merci, Monsieur Turquois, pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Monsieur Pakou, notre collègue tout à l'heure Adrien Clouet l'a dit, je crois que l'analyse vis-à-vis de l'EFS est largement partagée, homogène sur cette Assemblée. Le modèle du don du sang gracieux et anonyme est un acte citoyen par essence, source de qualité. Moi, je voudrais porter mon propos notamment sur les associations de donneurs du sang, qui ont su créer une chaîne de solidarité, un maillage territorial, et qui, par les difficultés de l'OFS, sont elles-mêmes en grande difficulté. Ces dernières années, c'est de nombreuses annulations de dernière minute qui démobilisent à la fois les donneurs, qui avaient bloqué parfois une demi-journée, une fin de soirée, et à la fois les volontaires qui se sont mobilisés parfois plusieurs jours avant pour aller convaincre des gens et qui, au final, se trouvent face à un échec que parfois des volontaires, que des donneurs leur reprochent. Donc c'est l'annulation de dernière minute, c'est des consignes qui ont été données d'organiser des collectes de 50 dons minimum par collecte. Donc c'est de fait d'exclure les zones rurales alors qu'elles étaient souvent particulièrement mobilisées grâce aux associations. C'est un élément, certes, de coût, mais aussi une évolution qui m'interpelle et qui me déplaît fortement. J'aimerais, pour qu'on apporte des solutions, qu'on identifie bien les causes. Et je pense qu'elles sont multiples au vu des interrogations qu'on peut avoir. Est-ce que c'est un manque de médecins ? Est-ce que on constate une forme d'absentéisme? Alors, est-ce que c'est lié à des questions de rémunération? Elles ont été citées, de climat social, parce qu'on voit aussi des différences assez notables entre établissements régionaux, et j'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Enfin, sur la mauvaise situation financière de l'établissement français du sang, il y a la question du côté schizophrénique de la sécurité sociale sur le sujet. Parce que d'un côté, si elle vous rémunère mieux les poches de sang, ça veut dire que ça va coûter plus cher aux hôpitaux et donc du coup, ils vont être eux-mêmes plus en déficit. Mais pour moi, cette difficulté à court terme peut peut-être être compensée par une meilleure santé à moyen terme si on a du sang de qualité produit en France. Et puis, quid du plasma? Ça a été dit, mais est-ce que le modèle économique est bien calé pour assurer de la rentabilité, un équilibre pour votre établissement? Merci, Monsieur Delaporte, pour le groupe socialiste. Oui, merci Madame la Présidente. Le 7 octobre dernier, j'ai eu, comme chaque année, un appel de Laurent. Laurent, c'est le président de l'amicale des donneurs du sang d'Argence. Il appelle tous les donneurs, tous les jours, pour leur souhaiter un bon anniversaire. C'est juste un des exemples pour montrer et saluer toutes celles et ceux qui, au quotidien, œuvrent pour ce modèle unique, je trouve, et précieux, donc, dans lequel vous souhaitez inscrire la suite de votre carrière. Donc, Monsieur Pakou, merci d'être là devant nous. Je pense que vous avez commencé à répondre, mais sur la question de vos compétences, vous avez dit « je connais l'État », vous avez montré que vous étiez intéressé au sujet du sang. Vous avez peut-être lu le rapport IGF-IGAS. Nous ne l'avons pas lu parce qu'il ne nous a pas été communiqué et je trouve ça dommage en tant que parlementaire qu'on manque de cette information-là. Et donc je souhaiterais que vous vous engagiez à nous le communiquer pour qu'on puisse nous-mêmes être mieux informés sur les enjeux du financement et les enjeux même que rencontre l'EFS. Alors moi, je souhaite remercier évidemment tous ces bénévoles, mais aussi tous ces salariés qui œuvrent pour ce modèle. On l'a évoqué, il y a des tensions sociales importantes, il y a des grilles de salaire qui n'ont pas bougé depuis 15 ans. On est sur un modèle qui est proche quand même du secteur public, mais on n'a pas les revalorisations des grilles salariales du secteur public. On est aussi en concurrence avec le privé. Donc qu'est-ce que vous proposez concrètement là-dessus? Autre sujet sur les investissements, quels sont
pour vous, le niveau des besoins d'investissement, ils sont énormes. Rien que pour le site de Caen, par exemple, la rénovation énergétique du bâtiment, c'est 1 million d'euros. Je ne parle pas du site de Bois-Guillaume ou celui de Lille, hein, pour l'établissement français Hauts-de-France-Normandie. Donc, vous voyez, il y a vraiment besoin d'agir parce que, à la fois, on a des passoires énergétiques, mais aussi des conditions de travail difficiles. Sur les enjeux plasma, ça a été évoqué par mes collègues. Vous avez commencé à apporter des réponses, mais ça suppose aussi des moyens conséquents de votre part. Enfin, sur la question qui vient d'être évoquée par mon collègue turquois, oui, il faut revaloriser le prix du sang. Je prends juste une petite seconde, s'il vous plaît, Présidente. Mais ça suppose, nous, de notre côté, législateur, qu'on revalorise l'ONDAM, puisque ça va peser sur les dépenses hospitalières. Mais je pense que c'est nécessaire. Je souhaiterais avoir votre point de vue là-dessus. Merci. Monsieur Paul Christophe, pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Monsieur Frédéric Pacou, votre audition nous permet de rappeler notre attachement au modèle français du don du sang porté par l'établissement français du sang, l'ensemble de ses collaborateurs, les associations et tous les bénévoles qui s'investissent sur notre territoire. Notre pays connaît donc depuis plusieurs décennies une pénurie de professionnels de santé et, comme l'ensemble des établissements de santé, l'EFS fait ainsi face à des difficultés de recrutement majeures, ce qui peut avoir, on en doute bien, de lourdes conséquences comme la réduction du nombre de collectes de sang réalisées. En soutien aux dernières mesures de revalorisation salariale et afin de préserver la souveraineté et la qualité de la chaîne de transfusion, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2023 a acté l'attribution d'une dotation complémentaire. Pensez-vous que cette dotation permette à l'EFS d'absorber une partie des effets de l'inflation ? Aussi, comment envisagez-vous les conséquences du financement mixte tel que proposé à l'article 31 du PLFSS 2024 sur l'établissement ? Enfin, se pose toujours la question de la mobilisation des donneurs, et tout particulièrement celle des jeunes donneurs, permettant d'assurer un renouvellement nécessaire. Quelle est votre vision sur le sujet ? Je vous remercie. Merci Madame Rousseau pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, Monsieur Pacou, alors l'établissement français du sang, ça a été dit, est respecté par tous les bancs, évidemment, ici et bien au-delà. Il est cependant pris dans une triple contrainte financière, d'abord, des personnels ensuite et des donneurs enfin. Alors, votre nomination intervient dans un contexte de difficultés économiques persistantes que l'EFS n'est toujours pas parvenu à surmonter. La dotation supplémentaire de 15 millions d'euros actée au PLFSS 2023 n'a pas visiblement suffi à combler le déficit de cette année. L'EFS manque encore de moyens pour faire face à l'augmentation des frais de fonctionnement, dont il a été dit par plusieurs intervenants que c'était dû à l'inflation galopante, la baisse des transfusions sanguines et un contexte de manque de personnel infirmier, ce qui limite la collecte de plasma pour cet établissement public qui s'autofinance pourtant à 80% grâce aux produits sanguins labiles. L'article 31 du PLFSS 2024 envisage une dotation par l'assurance maladie afin de diversifier le mode de financement au-delà du financement de l'activité. Donc, première question, considérez-vous ces mesures annoncées comme suffisantes pour mettre fin à la détérioration financière et l'instabilité permanente qui frappe l'EFS depuis plusieurs années ? Nous aimerions avoir également un éclairage sur la capacité de l'EFS à sécuriser les besoins transfusionnels du pays, dans un contexte où, aux pénuries de personnel infirmier, s'ajoute la suppression délibérée de 150 emplois dans la recherche par le CA que vous présiderez potentiellement. Si la stabilisation des financements est une nécessité, comment assurer l'autosuffisance nationale et publique du pays si l'EFS reste dans une dynamique de manque croissant et organisé de personnel ? Le groupe écologiste fait part d'une double inquiétude pour laquelle nous aimerions des réponses. D'un côté, sur la capacité actuelle humaine et financière de l'EFS à fournir les médicaments dérivés du plasma sanguin sans passer par du plasma prélevé aux États-Unis. De l'autre, sur le délitement de la recherche publique sur les thérapies cellulaires et le risque d'une dépendance toujours plus forte de la France aux laboratoires privés qui grèvent notre budget annuel en vendant des traitements à des prix, allez, on va poser le mot, indécents. Nous rappelons que la... Merci. Monsieur Daréville, pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci Madame la Présidente. Monsieur Pacou, l'établissement français du sang est un bien commun précieux à nos yeux. Et hélas, il connaît un déficit répété, même chronique, depuis quelques années maintenant, qui est lié à un sous-financement et sans doute un manque de reconnaissance
du caractère crucial de ce qu'il fait. Il est menacé donc dans sa capacité de collecte, et donc cela met en danger évidemment l'autosuffisance de notre pays en matière de produits sanguins. Nous ne sommes pas par ailleurs au rendez-vous du plasma, et nous ne pouvons nous résoudre à ne pas être au rendez-vous majeur qui nous est ainsi posé. Et la question se pose également du coup des machines à aphérèse. Cette crise impacte le personnel et le conduit à se mobiliser. Il y a besoin d'une relance de l'établissement français du sang, et cette relance ne pourra se faire sans la Fédération française de dons du sang bénévole et l'ensemble des associations locales. Nous avons pour notre part nos responsabilités, mais ce que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui, c'est votre attachement à notre modèle du don, je crois que vous l'avez indiqué, dans un monde où les tentatives de marchandisation de la santé doivent être combattues. Il y a besoin de ténacité, il y aura besoin de ténacité pour prendre soin de l'établissement français du sang, mais au-delà de prendre soin, pour porter une véritable ambition, celle de lui permettre de répondre entièrement, pleinement, complètement à nos besoins et de développer les outils de l'avenir. Merci. Merci. Nous avons quelques questions complémentaires des députés. Monsieur Frey. Merci Madame la Présidente, Monsieur Frédéric Pacu. Je vous remercie pour votre présentation. On ne le dira jamais assez, mais le don du sang est avant tout, à mes yeux, un véritable don de soi. Il n'existe aucune alternative au sang donné pour les personnes qui en ont besoin. Je souhaite revenir sur le rapport d'activité 2022 de l'établissement français du sang, plus précisément sur les partenariats menés entre l'EFS, les collectivités locales et les associations de donneurs de sang bénévoles. Le rapport mentionne qu'une nouvelle convention de partenariat a été signée entre l'EFS, l'Association des maires de France de la Fédération française des donneurs de sang bénévoles. Ce renouvellement de partenariat est une bonne nouvelle, car il offre un cadre de collaboration nécessaire pour la promotion du don de sang dans nos territoires. Ce partenariat comporte notamment la possibilité d'attribuer un label commune partenaire du don du sang afin de valoriser l'engagement d'une commune qui participe à l'organisation des collectes ou à la sensibilisation au don de sang et à l'engagement citoyen. Dans cette logique, Monsieur Pacu, le rapport mentionne qu'une réflexion concernant ce label est à l'étude. Pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Je vous remercie. Merci, Monsieur Di Filippo. Merci Madame la Présidente, et je remercie Monsieur Pacu pour sa présentation. Le poste de directeur de l'EFS représente un grand défi, surtout actuellement. Il y a un mot malheureusement qui n'est pas, à mon goût, revenu suffisamment dans votre présentation, mais les réponses seront l'occasion d'y revenir, c'est celui de bénévoles. Je crois que dans tous les territoires, on s'appuie sur des associations de donneurs de sang bénévoles qui jouent réellement un rôle capital, et on est tous ici, tout groupe politique confondu, attachés au statut français du don du sang gratuit, anonyme, volontaire. Et malheureusement, les alertes sur stock sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus récurrentes, et les besoins sont croissants. Et quand on regarde le taux de générosité, c'est à peu près 4% des personnes qui donnent leur sang en France, en moyenne nationale. On se rend compte que dans certains territoires, dans notre ruralité, on atteint parfois 12%. Ça veut dire que parfois, dans certains centres métropolitains, il est 10 fois moins important. Et une des clés de ce succès, c'est le travail et la mobilisation des bénévoles et la convivialité qu'elles ont su créer autour des collectes. Alors, on sait que pour des raisons financières, malheureusement, les moyens qui sont à leur disposition de ce point de vue ont été revus à la baisse. Ça se fait ressentir dans certaines collectes. Et donc, ma question est: quel était votre ressenti, votre position sur le rôle capital, crucial que jouent ces bénévoles pour les collectes de l'EFS, et ce que vous comptez mettre en œuvre dans votre direction afin de favoriser les moyens dont ils disposent pour faire de belles collectes avec de la convivialité qui attire beaucoup de personnes de toutes les générations? Merci beaucoup. Merci, Monsieur Alauzet. Merci, Monsieur Pacu, pour l'ensemble des éléments que vous nous avez apportés. Vous êtes largement exprimé sur les enjeux de l'autosuffisance et également de la collecte de plasma. Alors évidemment,
la crise Covid est passée par là, et aussi bien des impacts sur la mobilisation des donneurs que pour attirer des collecteurs. Ma question est finalement assez simple. La réponse est sans doute beaucoup moins. Au vu des difficultés rencontrées pour la collecte et du plasma en particulier, est-ce que vous pourriez aller un petit peu plus loin pour nous donner les leviers que vous comptez activer pour améliorer la collecte du plasma, et peut-être les difficultés que vous avez d'ores et déjà repérées pour y parvenir? Merci. Madame Levavasseur. Merci Madame la Présidente. Monsieur Pacu, je vous remercie pour vos propos liminaires. L'année dernière, quasiment à la même date, j'interrogeais Monsieur François Toujas, alors président de l'établissement français du sang, sur les difficultés rencontrées par cet établissement assurant une mission de service public essentielle. Aujourd'hui, ces difficultés subsistent toujours, que ce soit dans l'Ain, dans l'Hérault, la Réunion, en Corse ou encore dans l'Eure, dans mon département. Les collectes organisées par l'établissement français du sang et ses partenaires, notamment associatifs, peinent à approvisionner convenablement les réserves françaises en produits sanguins. Cela alors que dans le même temps, l'institution fait face à une augmentation des demandes de médicaments dérivés du sang, notamment de plasma, et que ses salariés s'inquiètent pour leur avenir, ceux-ci déplorant un réel manque de moyens et de conditions de travail difficiles, des grèves ayant d'ailleurs eu lieu pendant l'été. Ce service public du sang, comme certains l'appellent, souffre d'un déficit important, l'empêchant de réaliser convenablement ses missions de service public, mais aussi de satisfaire les exigences de ses effectifs, notamment en termes de rémunération et de recrutement. Aussi, le PLFSS pour 2024 a prévu la mise en place d'une nouvelle ressource via l'affectation d'une dotation de l'assurance vie visant à garantir la viabilité de cette institution. Que pensez-vous de cette mesure ? Pensez-vous que cela permettra de pallier à ce manque ? En tant que nouveau président du conseil d'administration, quelles seraient les premières mesures que vous envisageriez de prendre pour améliorer la situation et garantir la stabilité de ce service public crucial pour notre pays ? Merci. Madame Gruet. Merci Madame la Présidente. Monsieur Pacu, merci de votre présentation. Je tenais à mon tour à saluer le travail de proximité qui est fait par les antennes des donneurs de sang et bien évidemment le rôle essentiel et primordial des bénévoles. Ils déplorent pour autant le manque de matériel qu'ils ont parfois à disposition et qui demandent du coup de refuser des prélèvements par manque de dotation. Quels moyens de communication et de sensibilisation pourriez-vous alors mettre en œuvre pour valoriser au mieux l'acte du don du sang et de plasma ? Par quel relais pourrions-nous passer en proximité ? Est-ce que ça doit passer par les établissements de santé, les professionnels de proximité, les associations sportives ou culturelles, pour qu'il y ait une meilleure connaissance aussi des critères et pour démocratiser cette action et responsabiliser chacun dans son rôle à tenir. Je crois qu'on a tous notre place à prendre. Il faut à la fois que le gouvernement, que votre établissement, dans votre gestion, vous soyez capable de faire confiance et tout simplement de donner les moyens dans nos territoires de faire les choses comme il faut. Merci à vous. Merci. Madame Corneloup. Merci beaucoup. Notre modèle assurait jusque-là l'autosuffisance de notre pays en produits sanguins. Or, la Fédération française pour le don du sang bénévole, qui compte 2850 associations locales, ne parvient plus à assurer les collectes faute de personnel. L'EFS ne pouvant pas aujourd'hui pourvoir les 300 postes de médecins et d'infirmières, certes, vous l'évoquiez, il y a un problème de revalorisation salariale puisqu'ils n'ont pas bénéficié de la revalorisation dans le cadre des accords de Ségur de la santé. L'EFS a dû procéder par 2 fois en 2022 à des appels d'urgence en raison de stocks insuffisants. Plus de 1000 collectes ont été annulées, ce qui, bien sûr, conduit à des difficultés d'approvisionnement en médicaments dérivés du sang, notamment comme les immunoglobulines, qui ont déjà été fortement impactées par les effets de la crise du Covid. Je salue les 100 millions d'euros pour stabiliser la situation et le modèle économique financé par l'assurance maladie, mais je pense que le mal dont souffre l'EFS est plus profond et de nature structurelle, et il appelle vraiment, me semble-t-il, des réformes de fond sans lesquelles l'EFS ne sera plus en mesure d'accomplir sa mission. Et je crains que si cette désorganisation actuelle perdure, elle aboutisse finalement à une démobilisation des bénévoles, des centaines de comités locaux, des donneurs de sang, pourtant très investis, et je voudrais moi aussi saluer leur travail remarquable, mais ils n'en peuvent plus.
Ils n'en peuvent plus de subir des ordres et des contre-ordres. Ils ne peuvent plus de manquer de personnel, de matériel, de devoir organiser et annuler des collectes. Et de nombreux comités locaux ont déjà cessé leur activité. Et à terme, bien évidemment, c'est l'exceptionnel maillage du territoire français qui assure l'efficacité de notre modèle qui sera remis en cause. Donc je crois que vraiment, face aux périls qui menacent la pérennité de l'EFS et qui remettraient en cause notre modèle, eh bien, il est urgent de réfléchir à des réformes de fond, parce que, comme vous, certainement, je suis très attachée à notre modèle de transfusion sanguine éthique, fondé sur le bénévolat, le volontariat et l'anonymat. Merci. Nous en avons terminé avec les interventions et questions des députés. Monsieur Pacu, je vous redonne la parole pour leur répondre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Avant de répondre, bien sûr, à chacun des députés, à chacune des questions, je dirais que la tonalité générale des questions exprime une forte inquiétude, un questionnement qui ne me semble pas avoir moi-même passé sous silence dans mon propos liminaire. Simplement, avant de vous répondre sur le fond, je voudrais redire que pour moi, l'EFS reste un très bel établissement, mais un établissement exceptionnel. Et redire aussi que quand on voit d'où, si on revient sur l'histoire, d'où est partie la transfusion sanguine en France, l'image qu'elle pouvait avoir il y a une trentaine d'années, et où elle est aujourd'hui, c'est-à-dire où notre système, d'où sans doute l'inquiétude que vous exprimez, mais notre système est, par son niveau de sécurité sanitaire, par sa capacité à couvrir les besoins du territoire en produits sanguins labiles, même dans les périodes difficiles, par son écosystème dans lequel, effectivement, il y a un travail très important et très fructueux avec les associations de bénévoles, les amicales partout dans le territoire. Voilà, en fait, je crois que M. Daréville l'a exprimé, c'est un bien commun. En fait, l'EFS aujourd'hui a une image qui reste de très haute expertise, un service public vital. Il ne faut pas le perdre de vue. Bien sûr, il faut regarder sa situation telle qu'elle est aujourd'hui. Notre objectif, je crois, partagé, c'est d'assurer qu'il se maintienne à ce niveau. Mais on part de quelque chose d'excellent. Donc, en fait, mon idée, c'est bien de travailler à ce que, comme je l'ai indiqué, on garde une filière française du sang et du plasma qui reste à son plus haut niveau d'excellence et qui obtienne pour ses salariés la juste reconnaissance attendue. Alors après ce petit préambule général, Monsieur Certain, vous évoquez en particulier, alors, bien sûr, la triple crise de l'établissement et les différents risques à court et moyen terme auxquels peut être confronté l'établissement. Je mentionnerai 4 ou 5 risques qui me viennent à l'idée sans forcément les classer par ordre de gravité, encore que le premier qui m'apparaît, c'est celui de l'inadéquation entre la collecte et les besoins en PSL. Parce que, comme j'ai dit, il y a la question quantitative, mais il y a aussi la question qualitative, avec notamment la problématique des sangs rares, pour laquelle, comme vous le savez, il y a depuis 2 ans une semaine des sangs rares qui, cette année, n'aura pas lieu en novembre, mais qui aura lieu en fin janvier 24, je crois. Et donc, on est en ce moment dans une situation où le modèle de production, pour l'appeler ainsi, parce qu'effectivement, c'est cette particularité de l'EFS, c'est un établissement public administratif dont la loi prévoit que pour son personnel et puis pour son fonctionnement économique, il fonctionne comme un EPIC, donc avec essentiellement des salariés de droit privé, et puis là, c'est une cession de produits. Donc on a en fait un établissement public administratif qui fait des processus industriels dans un domaine particulièrement surveillé, bien sûr, qui est celui de la santé et des produits sanguins.
Et donc l'appareil de production, la collecte, l'outil de collecte que vous connaissez très bien les uns et les autres dans vos circonscriptions, ce n'est pas quelque chose qu'on fait évoluer facilement du jour au lendemain. Beaucoup de questions d'ailleurs ont tourné autour de ce sujet. L'écosystème local, ce qui est déterminant pour l'EFS, c'est bien sûr cette capacité pour les équipes de l'EFS à travailler avec les amicales, avec les associations de donneurs du sang bénévoles, et bien sûr les élus qui sont là aussi, qui aident, qui mettent à disposition la salle, qui contribuent ici ou là à ce qu'il faut pour la collation, enfin tout le processus matériel, la bonne ambiance qui fait que le don du sang, je parlais au début de mon intervention du tissu social, effectivement c'est quelque chose qui transcende dans les communes, qui transcende les appartenances politiques. Tout le monde se retrouve sur le don du sang. Donc c'est particulièrement précieux. Et donc aujourd'hui, on est dans cette situation où on a un peu perdu les repères parce que l'activité sanitaire bousculée par la Covid est venue troubler notre connaissance, notre analyse des besoins des établissements de santé. Or, le premier rôle de l'EFS, c'est de répondre aux besoins du système de santé. Un appareil de collecte qu'il faut faire évoluer pour des questions d'efficience, ce qui n'est pas un gros mot. Encore une fois, on part d'une matière qui est issue du don des donneurs, et donc il faut bien que l'établissement veille à la meilleure utilisation, à l'utilisation la plus juste de ce don, sans par ailleurs oublier de veiller au bon usage des deniers publics. Et donc je reviendrai un peu plus tard sur cette problématique de l'annulation ou pas des collectes. Mais le premier risque auquel il faut qu'on soit très très attentif, c'est celui de maintenir l'adéquation entre les collectes et les besoins en PSL, ce qui suppose, je crois l'avoir dit, qu'il faut sans doute que l'établissement se dote d'outils plus fins de prévision sur les besoins en PSL. Je pense que maintenant que le cœur de la crise sanitaire s'éloigne, on doit pouvoir arriver, en analysant les données sur les 10 dernières années, à avoir quelque chose de plus juste et qui s'appuie sur ce qui se passe dans les régions. Parce que là encore, on a des disparités effectivement régionales entre des régions qu'on dit au sein de l'EFS exportatrices de produits sanguins, parce qu'elles ont un système de collecte, un écosystème avec les bénévoles qui se trouve plus productif. Et puis il y a aussi des données culturelles qui peuvent jouer, et d'autres régions qui, elles, sont un peu en déficit et qui doivent bénéficier de la solidarité nationale de la part des régions qui produisent plus de produits sanguins. Et tout ça, l'EFS y est attentif, y compris en puisant dans les ressources des sciences humaines et sociales, puisque François Toujas, avec certains directeurs d'établissements régionaux de l'EFS, a mis en place un lieu de réflexion qui s'appelle l'EFS Social Lab, qui puise dans l'anthropologie, la sociologie, l'économie pour analyser les déterminants du don, leur évolution, les phénomènes socioculturels qui peuvent jouer dans la capacité, dans telle ou telle région, à collecter ou à collecter moins ou mieux. Le deuxième risque clairement identifié, et vous avez été plusieurs à revenir dessus, c'est celui qui est lié aux tensions en matière de ressources humaines, ce qui recoupe la question de l'attractivité. C'est un risque pour la prévisibilité des collectes. Et il y a bien sûr la problématique des collectes qui peuvent être annulées pour défaut de personnel, parce qu'il devient plus difficile dans un établissement où le personnel a beaucoup donné pendant ces dernières années d'assurer le remplacement au pied levé de l'infirmière qui est malade ou qui ne peut pas se rendre sur la collecte prévue le lendemain ou 2 jours après. Donc effectivement des conséquences ensuite enchaînent sur l'amicale locale qui avait tout prévu pour organiser cette collecte au mieux et qui se retrouve un peu les bras ballants. Donc ça,
Je pense qu'il y a une analyse, enfin il faut vraiment faire au sein de l'EFS soit réalisé un retour, une analyse de toutes ces collectes qui ont pu être annulées. Le niveau de l'annulation pour raison RH, c'est 1700 collectes annulées en 2022 et un niveau qui s'annonce à peu près similaire cette année. Donc c'est quand même un niveau très élevé qui doit tous nous interpeller. Il y a bien sûr des réponses sociales qui sont à apporter en matière de salaire, de qualité de vie au travail, de marque employeur, parce que, à mes yeux, l'EFS doit capitaliser sur son image. Aujourd'hui, l'image de la transfusion sanguine, encore une fois, ce n'est pas du tout l'image du même secteur il y a 30 ans. Et donc, on doit pouvoir en tirer un bénéfice en termes d'attractivité. En tout cas, je pense que c'est possible. Il y a un travail à faire sur aussi très fin sur les petits sites isolés, parce qu'en fait, à l'EFS, il y a plusieurs façons de travailler. Il y a 4 plateformes de qualification biologique du don dans l'Hexagone, c'est-à-dire 4 endroits modernes où arrivent les échantillons qui sont prélevés à l'occasion du don. Et donc, ce sont des techniciens de laboratoire, des biologistes, qui font un métier de haute technologie. Mais vous avez aussi des plus petits sites qui, par exemple, font de la délivrance auprès de petits hôpitaux, pas forcément à côté d'un CHU, dans lequel pourtant il y a des personnes qui ont des compétences, mais qui seront plus loin des travaux de recherche qui peuvent être menés au sein du CHU, alors même qu'elles peuvent aussi avoir des connaissances et être intéressées par ça. Et donc, je pense qu'il y a à réfléchir aussi au sein de l'EFS à construire des choses en réseau, mettre les personnes qui sont dans les petits sites en lien avec les équipes qui, elles, sont plus en pointe sur la recherche, favoriser les échanges, impliquer tout le monde dans ce qui fait cette expertise et ce très haut niveau de compétences au sein de l'EFS. Le travail, bien sûr, sur la classification des emplois, qui est en souffrance, mais aussi une réflexion sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur une définition des métiers. Donc il y a beaucoup de pistes qui peuvent permettre de répondre à ces tensions sur les ressources humaines. Troisième risque, le risque financier pour l'activité. Je l'ai évoqué, j'y reviendrai peut-être en répondant plus en détail aux questions relatives à la collecte de plasma. Même chose sur le financement des activités liées à la recherche. Un risque que je n'ai pas mentionné dans ma présentation liminaire, mais qui me paraît vraiment à prendre en compte aussi, compte tenu de la dette qui a pu s'accumuler un petit peu au sein de l'EFS parce que les investissements depuis 3 ans ont été ralentis, faute de capacité financière, c'est le risque lié au système d'information et un risque en matière de cyberattaque qui est bien identifié s'agissant des établissements hospitaliers et auquel l'EFS, au regard de sa mission essentielle, doit être en mesure de faire face par tout un tas de réponses, d'exercices, de plans de continuité de l'activité et bien sûr d'investissement en premier lieu. Et puis un risque aussi qui est moins identifié, mais qui, je le mentionne parce qu'il montre que l'EFS se situe dans un paysage mondial qui est un peu compliqué. C'est un risque lié à la problématique des fournisseurs, parce que le secteur de la santé, mais vous en avez sans doute parlé dans votre commission, sur d'autres sujets plus liés à la pharmacie, mais les produits dont nous parlons, nous sommes également sur des produits qui servent à soigner. Il y a eu des regroupements au niveau mondial de producteurs, et l'EFS aujourd'hui, là où il y a quelques années encore, il pouvait s'adresser à 3-4 fournisseurs différents et être dans une logique de marché public classique, aujourd'hui, trouve beaucoup moins de fournisseurs potentiels et doit même parfois commencer à réfléchir à adapter ses besoins à ce qui est disponible sur le marché, parce que de toute façon, il ne trouvera pas autre chose. Donc ça renverse quand même la perspective par rapport à une situation où l'établissement a des besoins et puis sait qu'il va pouvoir trouver des choses qui lui correspondent. Là, il faut qu'il prenne en compte le fait qu'il y a eu des regroupements, que les producteurs ne vont pas forcément aller se plier aux exigences de l'établissement national. Donc c'est aussi un risque pour l'établissement. Monsieur le député Rousset, vous avez plus particulièrement évoqué les leviers d'action à mobiliser pour la collecte de plasma.
Alors, il y en a plusieurs qui sont déjà dans la main, si je puis dire, de l'EFS. Le premier, c'est très clairement, je crois, j'y suis pas encore une fois, mais je crois avoir identifié une claire volonté de l'établissement de s'investir pleinement dans le développement de cette filière. Ça veut dire, par exemple, une capacité à utiliser les moyens qui seraient libérés par la baisse des besoins en matière de concentré de globules rouges, par exemple, où là on a un appareil de collecte qui est moins mobilisé. Utiliser ces moyens, alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, ce n'est pas les mêmes modalités, mais utiliser ces moyens pour les mettre sur la collecte de plasma. Et donc là, on a, je dirais, en interne une marge de manœuvre qui n'est pas immédiate, parce que la collecte de plasma, c'est en maison du don exclusivement, puisque les machines, celles qui sont disponibles sur le marché, sont trop lourdes. On ne peut pas les transporter pour faire de la collecte mobile, donc il faut faire venir les donneurs en maison du don. C'est une autre logique. Mais en tout cas, on peut réfléchir à une réallocation des moyens. L'autre moyen qui existe déjà, qui est donc tout récent, c'est ce décret du 5 novembre 2023 qui étend la téléassistance médicale à la Ferrez pour le plasma. Et donc, désormais, les infirmières vont pouvoir superviser, comme elles le font pour le don du sang, les collectes de plasma, à condition, bien sûr, d'avoir eu la formation requise, mais d'avoir la garantie de pouvoir joindre à distance un médecin qui sera leur référent en cas de difficulté, de malaise ou autre. Dans ce qu'on peut mobiliser également pour la collecte de plasma, il y a tout le travail à conduire avec les bénévoles, parce que là aussi, on parle de maison du don, donc on n'est pas sur les collectes mobiles, qui est ce sur quoi on voit les amicales se mobiliser le plus couramment. Donc ça veut dire une réflexion à conduire avec les bénévoles sur le terrain, au niveau des régions, sur comment on s'organise pour permettre aussi aux populations locales d'accéder à cette collecte de plasma, puisqu'en fait, il faut aussi qu'on recrute plus de donneurs, tout simplement. Arriver à fournir pour le LFB, ça voudra dire plus de donneurs. Donc aussi des outils de communication à mobiliser. En ce moment même, d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu pour ceux qui suivraient l'EFS sur les réseaux, puisque l'EFS a développé une communication sur les réseaux depuis quelques années. Il y a aussi déjà en ce moment une campagne de communication qui est en cours. Et bien sûr, il y a des moyens à mettre en œuvre, financiers. Alors par rapport, la question a été posée par plusieurs d'entre vous, donc j'y réponds un peu globalement. La dotation de 100 millions d'euros, à mon sens, ne doit pas être lue comme intégrant les financements qui seront nécessaires au développement de la collecte de plasma par l'EFS. Si on se fie à l'étude d'impact qui accompagne l'article 31 du PLFSS, il est indiqué que des financements devront par ailleurs être consacrés à ça, et l'EFS a bien sûr déjà travaillé aux investissements qui seraient nécessaires. Ça veut dire peut-être des recrutements, sous réserve du redéploiement de l'appareil de collecte pour le sang total. Ça veut dire l'achat de nouvelles machines, ça veut dire investir dans des maisons du don. Donc là, il faut voir les modalités, parce que, comme vous le savez, les règles de construction et de développement d'infrastructures de ce type font qu'il y a des délais. Donc là aussi, il faut sans doute envisager de recourir à des dispositifs les plus efficaces possibles. Mais il y a donc aussi une question, bien sûr, de moyens et d'investissement. Monsieur Frappé, vous avez mentionné les travaux de l'IGAS et de l'IGF. Alors, pour ce qui me concerne, j'ai eu connaissance des principales conclusions de ces travaux. Donc je peux dire que la dotation qui est inscrite au PLFSS est sans doute une des premières conclusions concrètes, puisque dans la ligne de ce qu'avait fait déjà la Cour des comptes, et même de ce que dessinait déjà Olivier Véran dans un rapport de 2013 sur la filière du sang, le modèle économique était bien sûr en question et a bien sûr interrogé les inspecteurs généraux des finances et des affaires sociales.
Et donc la première réponse, c'est celle de ces dotations dans le PLFSS. Vous posez la question de ce qui peut en être de l'évolution des modalités du don et de ce que vous avez appelé le don gratuit. Alors là, même la fin du don gratuit, vous avez posé la question, la fin du don gratuit. Pour moi, les principes éthiques, comme je l'ai dit, je crois, ils sont intangibles. Donc le bénévolat, l'absence de profit, voilà, c'est quelque chose qui est inscrit dans la loi, qui dit dans le Code de la santé publique que la transfusion se fait dans l'intérêt du receveur et qu'elle se fait dans le respect des principes éthiques. Actuellement, vous savez sans doute qu'il y a la discussion au niveau européen d'un nouveau projet de règlement sur les substances d'origine humaine, qui comporte un article 54 relatif justement aux modalités du don. Vous savez qu'en Europe, il y a plusieurs pays qui procèdent à une compensation forfaitaire du don. Ça n'est pas la ligne de la France. Je ne pense pas que ça puisse le devenir. En revanche, et on est loin de la question de la fin du don gratuit, mais j'en profite pour le mentionner, quand on évoque l'évolution sur le don de plasma, qui peut supposer de se rendre à une maison du don qui peut être sensiblement distante du lieu d'habitation, si on veut que ce soit tous les Français qui puissent participer à cette collecte du don de plasma, qui est aussi un enjeu donc de souveraineté et d'éthique, parce qu'il s'agit en fait de faire du don de plasma éthique pour éviter d'acheter du plasma moins éthique ailleurs. On l'a tous bien compris. Peut se poser la question du défraiement, en tout cas de la neutralité de l'acte pour les donneurs. Mais ça, c'est un point qui mérite, que j'évoque parce qu'il mérite une réflexion approfondie en tant que telle. C'est-à-dire, aujourd'hui, la loi, les textes permettent à l'EFS de défrayer ceux qui vont donner leur sang parce qu'ils auraient eu des frais de transport ou des frais de parking. Pour ceux qui accomplissent une certaine distance, au regard du prix des carburants, ça peut être intéressant. Alors, il y a des disparités régionales, c'est plafonné. Quand il s'agira d'inciter les gens à donner leur plasma et de faire parfois plusieurs dizaines de kilomètres, peut-être qu'il faut qu'on se repose la question de comment on leur permet d'accéder plus facilement à ce défraiement. Mais on n'est pas du tout, c'est pas du tout une remise en cause du don gratuit. C'est bien clair, le don il reste gratuit. Il s'agit juste qu'il ne soit pas en plus, il n'engendre pas un coût pour la personne qui va effectuer ce don, en tout cas pas un coût exorbitant. Monsieur Clouet, vous avez évoqué, avec votre expérience de visite à Toulouse, la situation des personnels. Alors, j'ai déjà indiqué que mon souhait, bien sûr, d'y répondre, et j'y répondrai en échangeant. Je commence à le faire avec les ministères et bien sûr en échangeant dès mon arrivée avec les organisations syndicales et en préparant le conseil d'administration de la fin de l'année qui devra fixer le budget 2024 de l'établissement. Sur la feuille de route plasma, sur les besoins, je les ai évoqués en répondant à Monsieur Rousset. Monsieur Viry, vous vous interrogiez plus particulièrement sur les garanties concernant l'activité de recherche et le développement des médicaments de thérapie innovantes. Alors là, c'est vraiment pour moi, je l'ai dit, un point d'attention. Il n'y a pas de point d'attention, il y a beaucoup de points d'attention à l'EFS, donc il n'y en a pas un que je qualifierais de plus particulier que l'autre, mais il est quand même pour moi vraiment essentiel parce que déjà, la loi, on est au Parlement, la loi prévoit cette mission, cette activité pour l'EFS de développer les connaissances scientifiques, de mener les activités de recherche liées à sa mission de transfusion sanguine. Donc c'est une mission légitime pour l'EFS, c'est une mission qui s'appuie sur son expertise et donc elle est encore plus légitime.
Elle est essentielle pour notre souveraineté sanitaire en termes de moyens et de garantie sur les moyens. Je pense qu'il faut que l'EFS réfléchisse à aller chercher des financements, peut-être du côté, par exemple, de France 2030. Il y a des projets, comme le projet Genesis, qui est un projet de médecine régénérative sur la peau, notamment pour soigner les grands brûlés, avec la société Urgo, qui bénéficie déjà, je crois, de l'aide de l'appui de France 2030, mais il faudrait qu'on regarde si on ne peut pas aussi trouver des financements pour d'autres projets de ce côté-là, et puis réfléchir peut-être au développement du mécénat. Je pense que l'EFS et son image peuvent permettre de trouver des moyens dans ce domaine. Monsieur Turquois, j'ai bien saisi votre attention particulière pour les associations de donneurs, et je comprends très bien qu'elles soient tout à fait légitimement perturbées par les annulations de collecte. Alors, sur la question des collectes qui auraient vocation à disparaître parce qu'elles feraient moins de 50 doses, c'est une ligne d'efficience qui probablement a été émise au sein de l'EFS, mais qui appelle plusieurs nuances. C'est-à-dire qu'il y a cet objectif, mais alors, en réalité, quand on regarde plus finement les choses, il y a plusieurs paramètres pour juger qu'une collecte est efficiente. Si l'équipe qui part le matin de son point de départ de l'EFS n'a qu'à parcourir 20 minutes de déplacement pour une collecte qui va obtenir 30 ou même 40 poches. À mes yeux, l'efficience se regarde. Je veux dire, surtout dans un moment où, comme je l'ai indiqué, on n'a plus trop les repères et où on a des collectes qui sont annulées. Cette collecte, après discussion, analyse avec les élus, avec les associations, dans le cadre du schéma régional d'organisation de la transfusion sanguine par rapport aux besoins de la région, si c'est une région justement déficitaire, à mon avis, ça peut se regarder de la maintenir et en tout cas, voilà, de ne pas immédiatement dire en un claquement de doigts, on est en dessous de 50, on supprime. Je pense que ce n'est pas ça la bonne approche. En revanche, si on est sur, et c'est là que c'est probablement le plus compliqué, et les directeurs régionaux d'établissements de transfusion sanguine en parleraient mieux que moi. Mais s'il faut parcourir 1 heure, 2 heures et parfois plus de 2 heures pour aller jusqu'au point de collecte mobile et ne recueillir que 15, 20 ou même 30 poches, avec des personnels qui vont rentrer chez eux le soir à 22 heures ou au-delà, la question est différente. Et donc c'est tous ces points qu'il faut regarder de la façon la plus fine possible. Mais j'entends bien votre message sur le fait qu'on ne peut pas passer tout le monde sous la même toise, en fait, pour dire les choses simplement. Voilà. Et je crois que pour m'être intéressé au sujet, actuellement, il demeure encore un certain nombre de collectes au-dessous de 50 poches, surtout si elles ne sont pas trop éloignées. L'un des autres enjeux est aussi, bien sûr, de s'assurer que, même si on réorganise les collectes, nos concitoyens n'ont pas à parcourir des dizaines et des dizaines de kilomètres pour aller jusqu'au don de sang. Encore une fois, je mets de côté la question du don de plasma qui obéit à d'autres règles. Sur la situation financière, il y a la réponse qu'apporte la dotation et les compléments à attendre pour le plasma. Donc vous posiez la question aussi, je pense que ça c'est une page à compléter pour le développement de la collecte de plasma. Monsieur Delaporte m'interrogeait sur la communication du rapport des inspections. Alors je vous ferai la réponse traditionnelle qui est celle qu'un rapport d'inspection, il appartient aux personnes qui l'ont commandé et qui sont, s'agissant d'inspection ministérielle, les ministres qui l'ont commandé. Donc il leur appartient de décider de la communication de ce rapport à la représentation nationale.
sur les tarifs, la remontée des tarifs de cession des produits sanguins, moi je vois plutôt dans les dispositions qui figurent à l'article 31 du PLFSS une double réponse, parce que si on regarde bien, il y a aussi dans l'article 31 du PLFSS une réécriture des règles de fixation du tarif sur les produits sanguins qui doivent vraiment couvrir à peu près l'ensemble des coûts de revient pour l'EFS. Aujourd'hui, on est au coût de revient. Et par ailleurs, il y a la couverture par la dotation de la mission de service public. On est effectivement dans ce point où il y a d'un côté les établissements de santé qui, évidemment, payent un prix, qui ont plutôt intérêt à ce que ce prix, ils ne connaissent pas une flambée tous les ans. Ça n'est pas le cas. Tout ça étant des sommes qui, de toute façon, viennent de l'assurance maladie. Je pense que la dotation est aussi un moyen d'apaiser les relations entre les établissements de santé et l'EFS, dans un cadre où, par ailleurs, il faut que les deux établissements, dans une logique d'efficience, réfléchissent pour les petits sites de l'EFS en particulier sur la délivrance des produits sanguins, peut-être à mutualiser ou à partager les choses. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on maintient des personnels de l'EFS dans des conditions un peu compliquées, de recrutement compliqué, voir si parfois ça ne peut pas être plutôt l'hôpital, mais ça demande une réflexion. Encore une fois, ce n'est pas une annonce, c'est un travail qui doit être mené au plus fin par les ARS, les directeurs régionaux de l'EFS. Mais je pense que la dotation peut contribuer à créer un climat plus favorable à ce type de discussion. Monsieur le député Christophe m'interrogeait sur les moyens de mobilisation des jeunes donneurs. Alors l'EFS a mis en place un programme qui s'appelle Innovadon, qui vise à s'appuyer sur l'expérience donneur et à essayer de l'améliorer, et qui a conduit par exemple au développement d'applications, à avoir une approche peut-être plus ludique du don, à présenter le fait que le don c'est aussi un moment pour les autres, mais c'est aussi un moment pour soi, c'est un moment où on s'échappe un petit peu en pleine journée de son milieu professionnel, ça peut être une pause, et on peut le valoriser. Ça peut être pour les jeunes, ils peuvent y aller à plusieurs, prendre rendez-vous à plusieurs pour aller dans une maison du don. Enfin voilà, il faut aussi changer cette approche. On peut aussi trouver de l'inspiration dans d'autres pays, parce que tous les pays sont confrontés à la même question. Et quand on regarde les modalités de communication au Canada, en Australie ou ailleurs, on peut s'inspirer de l'inventivité de nos homologues pour avoir une communication qui parle plus aux jeunes. Madame Rousseau, vous posiez la question du caractère suffisant ou pas des mesures de l'article 31. Alors, comme je l'indiquais, en tout cas sur le plasma, ça ne me paraît pas, en tout cas, intégré. Et puis, pour le développement de la recherche, des bioproductions, par exemple, on peut penser qu'il y a des financements à trouver aussi ailleurs pour être certain de mener les projets de recherche dans les meilleures conditions. Sur l'évolution des métiers et les conditions qui permettent d'assurer la sécurité de la chaîne transfusionnelle, c'est une réflexion que l'EFS a engagée déjà depuis plusieurs années, avant même d'être confronté en fait aux difficultés de recrutement, c'est-à-dire celle de... En fait, il y a 25 ans, après le sang contaminé, on est arrivé sur un modèle que je qualifierais, pour simplifier, un peu du tout médecin. Le médecin devait superviser la collecte, le médecin devait faire l'entretien pré-don, le médecin était partout. Aujourd'hui, on sait qu'on a un manque de médecins, qu'on veut toujours garder évidemment le plus haut niveau de sécurité sanitaire, qui jamais ne doit être remis en cause. En revanche, est-ce que, et pour le coup, l'EFS et les autorités sanitaires ont décidé déjà de mettre en œuvre des réformes dans cette perspective, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de qu'est-ce que peut faire une infirmière, qu'est-ce que peut faire un technicien? Bien utiliser les compétences aussi, parce qu'au bout d'un certain temps, il y a des personnels à l'EFS qui acquièrent une expertise qui fait qu'on peut
les faire évoluer, d'autant plus que l'EFS a un outil de formation qui s'appelle l'EFS Campus. Donc, essayer de réfléchir en bonne intelligence sur l'évolution et aussi des parcours. Ce qui donne donc l'entretien pré-don qui peut être fait par des infirmiers ou des infirmières, la téléassistance médicale pour la collecte qui fait que désormais supervision par un infirmier ou une infirmière qui peut contacter à distance un médecin. Voilà, ce type d'évolution, mais plus généralement, la classification qui remonte à 2008, il est plus qu'urgent maintenant de revoir et de réfléchir à la définition des métiers et à rendre les choses les plus attractives et les plus intéressantes pour les personnels de l'EFS. Et aussi à prendre en compte, bien sûr, la qualité de vie au travail. Parce que quand je mentionnais les collectes qui peuvent conduire une équipe à rentrer à la maison à 22 heures, il est clair que ça ne peut pas être ça 5 jours par semaine. Donc c'est tout ce travail-là qui doit être conduit avec, encore une fois, avec l'ensemble des parties prenantes, parce qu'à chaque fois, il y a les organisations syndicales, mais il ne faut pas oublier les bénévoles, les élus, voilà, donc il faut travailler avec tout le monde. Monsieur Dharréville, vous m'interrogez très justement sur le coût des machines pour la Ferrez. Alors effectivement, je ne saurais pas vous répondre. Je sais que l'évaluation du coût d'un plan plasma qui permettrait de passer à 1,4 million de litres de collecte de plasma pour fractionnement, c'est quelques dizaines de millions d'euros. Le coût des machines d'Aferez, je pourrais vous le préciser, je ne sais pas vous répondre là sur le moment. Vous parlez d'une relance de l'EFS, c'est vraiment ce que je voulais dire aussi dans mon propos liminaire, c'est-à-dire que en prenant appui sur la nouvelle dotation, en prenant appui sur une mobilisation de l'ensemble des parties prenantes, une reprise du dialogue social, il faut vraiment que ça soit, qu'on arrive à faire une mise de jeu sur ce qui va permettre à la fois de fluidifier les relations, de reprendre un chemin plus vigoureux de transformation là où la situation financière ne permettait pas d'investir. Et on sait bien tous que pour arriver à plus d'efficience, plus de sécurité sanitaire, ça suppose d'abord d'avoir une capacité à investir. Donc il faut qu'avec l'État, avec le tutelle, on arrive aussi à reprogrammer des investissements et à relancer la machine. Donc je suis tout à fait de votre avis. Monsieur Frey m'interrogeait sur le label commune partenaire et la réflexion qui est à l'étude sur le sujet. Alors là, j'ai bien connaissance de ce label et de la convention AMF, Fédération des donneurs de sang bénévoles, mais je n'ai pas d'éléments sur l'étude qui est en cours. Je pourrais vous les apporter et revenir devant vous, bien sûr, sans difficulté pour en reparler. Monsieur Di Filippo pose la question du rôle des bénévoles et de comment favoriser leur action. Ça doit être une préoccupation permanente. En fait, l'EFS et les bénévoles, ils travaillent main dans la main. Il y a bien des collectes qui ne pourraient être mises en œuvre. Et en réalité, l'autosuffisance ne pourrait être atteinte sans l'appui des bénévoles. C'est aussi simple que ça. Et là où les bénévoles apportent en plus une qualité d'accueil et effectivement de la convivialité, on ne peut que s'en réjouir parce que le don doit plutôt être quelque chose qui rassemble et qui est un moment altruiste, généreux. Donc moi, je suis absolument convaincu qu'il faut continuer à développer ces échanges avec les bénévoles. Le même organisme de l'EFS, c'est-à-dire l'EFS Social Lab, a réfléchi aussi à ces questions de bénévolat. Je n'ai pas encore eu, moi, de contact avec les représentants nationaux de la fédération, mais évidemment, ça viendra très très vite dès que, si je suis nommé dans les fonctions. Monsieur Alauzet, vous avez évoqué la collecte de plasma, je crois y avoir répondu. Les difficultés, elles sont notamment des difficultés qui tiennent aux modalités de la collecte parce qu'il n'y a pas d'appareils qui permettent de faire des collectes mobiles. Et ça, c'est vrai que c'est une limite importante qui va nous amener à travailler beaucoup sur la communication et l'accompagnement vers la collecte.
Voilà, je crois que j'ai répondu par ailleurs aux questions sur les réponses apportées par le PLFSS concernant la question de Monsieur Levavasseur. Madame Levavasseur, pardon. Madame Gruet, le rôle primordial des bénévoles. Alors, je suis d'accord, il faut entreprendre tout ce qui peut l'être pour trouver appui dans le milieu culturel, par exemple. Il y a des exemples alors, qui sont pour le coup plus parisiens, mais de collectes extrêmement réussies, par exemple au musée d'Orsay ou au Panthéon. Voilà, où pour le coup on permet aux donneurs de venir dans un lieu exceptionnel, de se retrouver. Voilà, c'est aussi, je trouve, donner un contexte au don du sang qui sort de l'ordinaire et qui voilà, peut être aussi une bonne occasion d'attirer le public. Et donc je pense qu'il faut travailler à ça avec le monde culturel, avec les fédérations sportives. C'est une cause unanimement partagée, donc il ne faut pas hésiter à avoir de l'imagination pour attirer les donneurs. Et Madame Corneloup m'interrogeait sur, elle aussi, sur les difficultés structurelles, les annulations de collecte et le maillage territorial. Je crois que j'ai également utilisé ce terme maillage territorial qui est essentiel. Parce que quand on a vu disparaître parfois certains services publics qui peuvent, je l'espère, revenir, ou la poste ou la boulangerie, si en plus la collecte disparaît dans certaines zones, il y a le sentiment qu'on peut être sorti d'une forme de communauté, enfin de sens collectif, ce qui peut être très dur. Donc il faut vraiment aussi qu'on prenne ça en compte pour maintenir le don du sang et la collecte de plasma aussi comme outil, comme tissu social. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Très bien, merci beaucoup Monsieur Pacu pour ces réponses très précises, comme le souhaitaient les députés. Vous l'avez vu, les députés sont attachés à l'établissement français du sang. Ils ont beaucoup salué le travail des professionnels et des bénévoles de l'EFS. Vous l'avez vu aussi, nous sommes vigilants et nous continuerons d'être vigilants à son fonctionnement. Et je ne doute pas que la Commission aura à cœur de vous auditionner prochainement dans l'hypothèse où vous seriez confirmé dans votre nomination. Et je souhaitais aussi profiter de l'occasion pour remercier chaleureusement les bénévoles, enfin bien sûr les bénévoles, mais aussi les donneurs, évidemment, qui participent aux collectes et à encourager nos concitoyens à continuer de participer à ces collectes. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Pacu, et je vous souhaite très bonne continuation. J'ai oublié de préciser à mes collègues que nous continuons quand même nos travaux, pas aujourd'hui, mais demain. À 9h30, nous entendrons nos rapporteurs sur les missions santé, puis solidarité, insertion et égalité des chances. Et ensuite, nous examinerons les amendements à ces missions ainsi qu'à la mission travail. À demain, chers collègues.